Mon général, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers amis, nous accueillons maintenant le général Lepelletier de Voilemont. Mon général, vous êtes officier des troupes de marine, vous avez été projeté plusieurs fois en opération en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Nouvelle-Calédonie et dans les Balkans. En 2010, vous avez été nommé chef d'état-major de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, et représentant militaire de la France au Liban. Vous avez commandé l'opération Barkhane de 2016 à 2017. Vous êtes actuellement secrétaire général adjoint de la Défense et de la Sécurité nationale depuis 2018. Il ne fait nul doute que votre expérience en opération, au contact d'une grande diversité de cultures, vous confère une légitimité toute particulière pour venir témoigner devant notre auditoire. Je vous cède très respectueusement la parole. Merci, mon colonel, mon général, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Quand le général Garnier m'a proposé de venir discuter avec vous de ce sujet en fin de séminaire, il y a une image qui est venue dans mon esprit, qui n'est pas tirée de mon expérience opérationnelle, mais pour ceux qui connaissent le Vietnam, à Hanoï, il n'y a plus beaucoup de noms de rues avec un nom français. Il y en a une, au moins, il y en a deux, je crois. Il y en a une au moins qui s'appelle la rue Alexandre de Rhodes. Et Alexandre de Rhodes, c'est un jésuite, un français, né en Avignon, et qui en 1651 a fait le premier dictionnaire anamite, enfin latin, anamite, portugais. Alors si je vous parle de ça, d'abord, lui, il a pratiqué l'interculturalité, et surtout, ça a été un appui très important pour le Vietnam, de se différencier et d'échapper à l'emprise chinoise, parce que l'alphabet à l'époque était en caractère chinois, et il a fait un caractère phonétique qui se rapproche plus de l'alphabet latin, et deuxièmement, ça a ouvert le Vietnam, notamment au commerce international, via le portugais. Voilà. Donc ça c'est un exemple, je crois, d'interculturalité. C'est un mot qui est impossible à dire. Je me suis entraîné toute la nuit. Enfin, j'ai regardé un film aussi, mais je me suis entraîné toute la nuit et je n'y arrive pas. Donc, on a déjà demandé plusieurs fois lors de ces colloques que l'EMSOM nous trouve un nouveau terme. Donc il y a un concours qui est ouvert. Voilà. Bon, au-delà de cela, l'EMSOM a raison. Il a eu raison depuis quelques années de se saisir de ce thème, voire de cette fonction. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de cet objet ici ? À quoi ça sert ? Parce que c'est quand même la question qu'en général les militaires nous posons. À quoi ça sert et pourquoi on en parle dans une enceinte où il n'y a pas que des militaires, mais qui est drivée par un organisme militaire. Moi, je pense qu'il y a deux réponses. Le premier, c'est évidemment pour notre action militaire. Et là, je vous donnerai quelques souvenirs ou exemples tirés de l'expérience de Barkhane, par exemple. Donc c'est évidemment un appui pour nos opérations et notre action militaire. Je pense que c'est très important pour nous, l'armée française, qui, on en parlait tout à l'heure, qui est encore une armée qui agit et qui combat au loin. Et deuxièmement, c'est une armée qui, au sein de l'Europe, veut entraîner, en partenariat évidemment avec d'autres, et donc cette notion d'interculturalité est centrale, soit pour son action, mais aussi pour l'ambition que nous avons, l'ambition militaire qui est au service de l'ambition politique sur cette Europe. Et puis deuxièmement, et ça je serai beaucoup plus bref, je pense que cette fonction est utile aussi, à un niveau plus stratégique si on veut, pour promouvoir un environnement qui nous soit favorable, ou au moins qui ne soit pas hostile, un environnement stratégique qui ne soit pas hostile. Donc la première réponse est au service de l'efficacité militaire et donc de l'interopérabilité pour une action ajustée, pour ajuster notre action militaire au cadre dans lequel nous agissons. Donc l'interopérabilité, j'allais dire, c'est facile. C'est pas facile à pratiquer, mais il y a des procédures, des systèmes d'information, de la doctrine, de l'entraînement, etc., voire des équipements à peu près compatibles. Mais comment on traduit ça pour les cultures ? Je pense qu'on peut avoir au service de l'action militaire et de l'action militaire en commun ou entre partenaires ou entre alliés. Le premier, c'est agir mieux ensemble, et le deuxième, c'est agir mieux chez l'autre.
Donc agir mieux ensemble, c'est évidemment le cœur de l'apport de l'interculturalité au profit de l'interopérabilité. Il faut évidemment posséder, vous le savez tous, mais puisque beaucoup maintenant de nos officiers, jeunes officiers, ont une riche expérience opérationnelle, et en général dans un milieu allié ou en partenariat, et notamment à Barkhane, j'y reviendrai. Voilà, donc ça nous permet évidemment de posséder les clés de lecture des réactions de nos partenaires, voire de nos adversaires. C'est évidemment un intérêt évident, celui de comprendre ce qu'il fait, celui d'anticiper ce qu'il fera, celui d'agir de façon à ce que je veux faire, que mes intentions soient comprises par lui, et à savoir aussi lire ses intentions au-delà de ce qu'il fait. Et finalement, l'interculturalité, je progresse, sert avant tout à éviter une forme d'isolement. Dans nos opérations, on est de plus en plus isolés. On adore dire que l'armée française sait très bien s'adapter aux cultures, etc. Moi, ce que je constate, c'est que dans nos opérations, on est de plus en plus isolés. On a trois formes d'isolement. La première, elle est physique, derrière nos bastion walls, pour parler français. La deuxième, elle est linguistique. C'est un peu moins vrai en Afrique, j'y reviendrai sur le français, mais c'est assez vrai ailleurs. Et elle est enfin culturelle. Voilà. Et donc, il faut évidemment chercher à rompre ce triple isolement pour remplir la mission avec le plus d'efficacité. Juste un mot sur l'isolement physique. Il y a toujours un équilibre entre la protection de nos unités, c'est quand même, et quand vous êtes en responsabilité, que vous soyez le commandant fort ou commandant d'une unité, c'est votre responsabilité, évidemment, en première, de remplir la mission, mais de protéger vos hommes. Et de plus en plus, on s'isole, et c'est des choix, en tout cas, comme en fort, j'assumais. Mais évidemment, c'est au détriment de la proximité, donc il faut trouver des voies et moyens pour quand même essayer de garder une proximité avec les populations. Il y a des moyens, comme de les faire venir, faire des petits marchés, par exemple, à l'intérieur des emprises ou des choses comme ça. Je ne veux pas développer, mais cet équilibre-là, je pense que pour quelques années, en tout cas, il sera au profit de la protection, en tout cas pour ce qui est de nos bases. Deuxième chose, c'est qu'on se rend compte, quand on est à Barkhane, moi j'ai passé à Barkhane j'ai 1 an, et donc on voit passer les unités, donc en 1 an vous en voyez passer 3 mandats, c'est très court. En fait, nos unités en opération, elles tournent très vite, et elles ont un rythme opérationnel extrêmement intense. Donc évidemment qu'elles agissent au milieu des uns et des autres, qu'elles agissent avec nos partenaires africains, mais c'est quand même des unités qui tournent très très vite. Alors, certaines reviennent, mais qui tournent évidemment très vite. Or, seul le temps permet d'approfondir et vraiment d'acquérir connaissance, même modeste, d'une culture autre que la sienne, d'où l'intérêt, et c'est évidemment pas pendant les opérations militaires, d'où l'intérêt des séjours. Alors on ne dit plus séjours, on dit mission de longue durée, je crois. Voilà. Il faut aussi, dans les armées, qu'on ait des moments ou des postes qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans, et de personnes qui vivent et qui ne sont pas seulement venus pour mener des opérations, mais qui vivent au sein d'autres cultures. Deuxième réflexion, ce qu'on fait à Barkhane en termes d'interopérabilité, c'est le summum, c'est-à-dire on combat ensemble. On combat, les unités françaises combattent avec, et je pense qu'elles vont le faire de plus en plus, combattent avec nos partenaires africains. Voilà. Et là, vous dépassez, on peut dire qu'on a besoin de se connaître encore mieux. Je pense, moi surtout, qu'à ce moment-là, on dépasse justement, au contraire, un peu les cultures. Quand vous êtes au combat, vous êtes au combat. Et que vous soyez d'une culture française, d'une culture malienne, les réflexes et les besoins des uns et des autres sont au-delà de la culture. Voilà. Mais c'est évidemment le summum, encore une fois, de l'interopérabilité. Ce n'est pas juste se préparer, ce n'est pas juste former, c'est combattre ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le terme de partenariat et pas d'assistance. Et ça c'est ce que fait l'armée française, ce que fait en tout cas les unités à Barkhane. Je ne suis pas sûr qu'on soit très nombreux à le faire. Voilà. Et un deuxième truc, un exemple qu'on avait fait à Barkhane, je ne sais pas si ça continue. Une armée est solide par sa chaîne hiérarchique,
et tient sur le terrain par ses cadres de contact, ça vous le savez tous. Et donc nous, on avait fait un effort, non pas de formation, mais de binomage des lieutenants, chefs de section des unités qui étaient à Gao avec les unités françaises, maliennes qui étaient à Gao avec les unités, voilà, comme on fait quand peut-être on faisait à un moment, je ne sais pas si ça se fait encore quand vous arrivez ou en stage, vous allez dans un régiment, vous êtes binômés. On faisait la même chose, un lieutenant malien, un lieutenant français, ou un chef de section malien, un chef de section français, pendant un mois ou deux, et ça c'était extrêmement efficace. Et ça c'est l'interculturalité au quotidien, et ça marche bien. Ça, c'est agir ensemble. Et deuxième chose, c'est agir mieux chez l'autre. Quand les unités arrivent, le commandant fort leur fait un petit speech pour leur dire l'esprit de la mission. Il y avait une chose que je disais à chaque fois, c'est d'avoir un grand respect pour les populations au sein desquelles nous opérions, nous agissions. Je ne dirais pas que nous vivions, parce qu'encore une fois, on ne vit pas au milieu de la population. Voilà, donc c'est un... Il fallait évidemment essayer de les connaître, mais c'est un peu illusoire d'essayer de les connaître avec ce que je vous ai dit avant. Mais en tout cas, il fallait un grand respect. C'est peut-être le premier pas pour être interculturel. En tout cas, un grand respect pour ces populations qui sont évidemment très différentes de la façon dont nous vivons en France. Plus vous alliez dans les zones reculées et plus leurs conditions de vie, évidemment, étaient difficiles. Mais d'abord, on était là à la fin des fins pour les populations. Et deuxièmement, leur résilience, pour parler avec un mot à la mode, était quand même remarquable. Et de toute façon, on agissait in fine, bon, d'abord évidemment pour la France et nos intérêts de sécurité, mais in fine pour ces populations. Voilà. Deuxième chose aussi, on a souvent cette expression, il faut gagner les cœurs et les esprits. Moi, je pense qu'à Barkhane, ce n'est pas à l'armée française de gagner les cœurs et les esprits, c'est aux armées africaines de gagner les cœurs et les esprits. Évidemment, il ne faut pas qu'on soit détesté. Évidemment, il faut qu'on soit accepté. Évidemment, il faut qu'on soit respecté, nous aussi, évidemment, l'armée française. Mais le but, c'est un jour, nous allons partir. Donc c'est aux armées maliennes, ou nigériennes, ou tchadiennes, ou burkinabées, de gagner les cœurs et les esprits des populations. C'est leur armée. Et donc, très concrètement, dans les actions visant à gagner les cœurs et les esprits, on mettait toujours en avant, on essayait toujours de mettre en avant, associer ou en avant les armées du pays. Voilà. Et puis, dernière chose, il y a un risque, à force d'être trop interculturel, mais ce risque, je l'ai vu dans toutes les opérations, c'est finalement que les unités françaises soient gagnées à la cause des populations ou d'une partie des populations au milieu desquelles nous sommes envoyés en opération. Là encore, il faut les respecter, etc. Mais nous, on n'est pas, l'armée française n'est pas envoyée pour être l'ami de quelqu'un. Elle est envoyée pour remplir une mission fixée par le pouvoir politique et voilà, en respectant évidemment, en s'attachant si on veut aux populations, mais on est souvent, je disais, vous êtes l'ami de personne. Vous êtes l'ami de personne. Vous venez au service d'une cause qui se traduit par au service d'une population. Mais vous êtes l'ami de personne. Je ne sais plus à combien de remarques je suis, mais Barkhane, c'est une opération régionale, 5 pays, 5 cultures différentes. Hein, sur les 5 pays du G5, c'est 5 cultures différentes. Alors on peut arriver en disant c'est des Sahéliens, je connais bien les Sahéliens. Eh bien, c'est pas vrai. Donc là aussi, et entre eux, même si ces États sont pour certains pas si anciens que ça, entre eux, ce n'est pas les mêmes cultures. Il y a quelque chose qui les rassemble et qui se revendique comme ça pour beaucoup, c'est des Sahéliens, mais tous les Sahéliens ne se ressemblent pas. Et on le voyait très bien dans l'interaction qu'on avait avec les armées et l'interaction qu'elles avaient entre elles. Ils avaient aussi entre eux des problèmes culturels, de compréhension, de respect des uns ou des autres. Et finalement, ce qui les unissait, et j'avais dit que je revenais là-dessus, ce qui les unissait, c'est la langue française. S'ils n'avaient pas la langue française, si nous n'avions pas la langue française pour parler entre nous, et quand on est au combat ou quand on planifie, il vaut mieux parler la même langue, une langue commune. Voilà. Et donc je pense que le français, dans la formation des armées, en tout cas de cette région-là, et ils en sont parfaitement conscients, hein, est un impératif si on veut continuer à être interopérable
Et on dit que la langue véhicule aussi des valeurs et une culture, et donc pour être aussi interculturel. Voilà. Dernière chose, je pense que dans toutes nos affaires, il faut quand même rester extrêmement modeste, hein, pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Juste pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, vous savez comment ils appelaient l'armée française, hein, ils nous appelaient les « on est où là ?» Parce que quand on arrivait dans un village, alors, il n'y avait pas encore le GPS et tous les trucs extrêmement modernes, on avait encore des cartes à l'époque. On demandait aux gens « on est où là ?» Donc, ils disaient, voilà. Donc, nous, les Français étaient devenus les « on est où là ?» Voilà. Allez, je ne voulais pas être trop loin, donc je voudrais passer à la deuxième réponse, qui est plus générale, ou mais qui conditionne aussi notre action militaire, c'est finalement l'interculturalité pour façonner un monde qui nous convienne. Bon, vous avez dû avoir des tas de présentations ce matin, je crois, très intéressantes, sur le monde tel qu'il va, le monde qui se dessine. Le monde qui se dessine, ce n'est pas un monde ouvert qui se dessine. Si on considère l'interculturalité, c'est l'ouverture. Ce n'est pas du tout un monde ouvert qui se dessine. C'est même l'inverse qui se dessine. C'est un monde d'affirmation des identités, un monde d'affirmation des cultures, pour certaines agressives, en tout cas pour la plupart qui sont assez fermées. Voilà. C'est vrai des pouvoirs qui sont en place, c'est vrai aussi des peuples qui réclament cette affirmation d'identité, et c'est vrai aussi chez nous. C'est vrai aussi dans la société française, qui est, on dit, archipélisée maintenant, qui est extrêmement divisée. Donc le monde qui s'affirme, ce n'est pas un monde... Védrine disait, on est sorti du monde des bisounours. Ce n'est pas un monde où tout le monde admire l'autre, ce n'est pas du tout le monde qui est en train de naître. Voilà. Et donc, et ce n'est pas l'évolution actuelle de la société française en interne. Donc on a peut-être aussi de l'interculturalité à faire chez nous en interne. Et donc le dialogue est plus difficile. Alors nous, les Français, ou nous, les Occidentaux, je ne sais pas si ça va encore dire quelque chose, les Occidentaux, on doit apprendre, et nous, les militaires, on doit apprendre cette nouvelle grammaire. On n'est plus dominant culturellement. Voilà. Et donc c'est dans ce monde-là, comment est-ce qu'on doit agir? Évidemment, je ne vais pas vous faire une réponse définitive et complète. Juste 3 remarques. La première, je crois que interculturel, ça veut dire qu'il y a des cultures. Le inter est important, mais le culture aussi. Et je pense qu'on a tous besoin, et c'est ce qui se traduit, je pense, face à la mondialisation et à tout ce truc, d'un besoin d'enracinement. Et donc je vous invite tous à relire Simone Veil, qui était tout sauf une nationaliste étroite. Simone Veil, celle du général de Gaulle, celle qui est morte à Londres, pas celle qui est maintenant au Panthéon, et qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'enracinement, et qui dit le besoin d'enracinement comme un des besoins primaires, premiers de l'être humain et des sociétés. Elle faisait un travail de préambule d'une future constitution, qui évidemment, il y a eu une constitution beaucoup plus tard, mais voilà. Donc ça, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas nier ça. Il y a un besoin d'enracinement. Voilà. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des miles et voyager à travers le monde. Voilà, les peuples, tous les peuples et tous les gens dans les peuples ne sont pas faits pour ça. Donc reconnaître ce besoin d'enracinement, qui n'est pas du tout opposé à l'interculturel, mais il faut reconnaître ce besoin, et s'il n'est pas satisfait, on a des difficultés. Le deuxième, je crois qu'il faut promouvoir sans complexe et sans arrogance, si possible, certaines de nos valeurs qui restent universelles, même si elles s'expriment différemment selon les cultures. Il y a l'état de droit, il y a ce qu'on cache derrière le mot multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il vaut mieux essayer de régler les conflits et les relations par le droit international, par la négociation, que par le rapport de force et que par la force, ce qui est la tendance actuelle dans le monde. Nous, militaires, nous, nation française, nous, nation occidentale, on a intérêt, parce que c'est un monde qui nous convient mieux, à promouvoir cette approche qui est liée à des valeurs occidentales, j'en sais rien, mais qui peuvent être universelles, comme le respect de la dignité de la personne humaine. Et c'est un élément, je pense, de notre soft power, comme on dit. Voilà. Et je pense que, et ça c'est vraiment le monde tel qu'il se dessine, quel sera, et donc ça sera directement lié à l'action militaire, in fine, comment il se dessine ce monde-là, et vers quel monde on veut aller. Et il faut clairement choisir son camp et ses choix. C'est évidemment ce que fait la France aujourd'hui. Et je pense, pour bouger un peu là dans mes fonctions actuelles, qu'il y a une grande attente de cela aussi
dans le monde, face à ces puissances, à ces nouveaux rapports, à cette inquiétude générale sur ces nouveaux rapports de force. Je pense qu'il y a une grande attente et qu'un pays comme la France, comme l'Europe, une union comme l'Europe peuvent porter ces valeurs, et je pense qu'il faut qu'on les porte. Et nous, modestement, comme militaires à notre niveau. Et puis la dernière chose, c'est évidemment ne pas douter des richesses, de la valeur, de notre culture, de ce que nous sommes. Et plus on voyage, plus on est fier d'être français, paraît-il, même si les Français se comportent mal à l'étranger, paraît-il aussi. Voilà. Et donc se reconnaître héritier pour pouvoir accueillir chez nous et pouvoir faire de l'interculturalité, il faut être sûr de sa culture. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que c'est évidemment un axe important, que l'EMSOM a tout à fait raison de réfléchir et qu'on n'aura jamais totalement, évidemment, épuisé la question, et que c'est de plus en plus nécessaire pour les raisons que j'ai indiquées. Et puis, pour terminer, j'aurai une citation d'un de mes chefs quand j'étais à Bougna, qui disait « On n'est pas là pour distribuer des bonbons ». Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'interculturalité, mais c'était assez clair. Et ce message était compris par nos adversaires. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais passer maintenant la parole au colonel Follet, le colonel adjoint de l'EMSOM, qui va procéder à la remise des 2 prix de l'interculturalité. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, je précise tout d'abord que le général Garnier, commandant l'EMSOM, est retenu par un comité de haut niveau, puisque présidé par le chef d'état-major de l'armée de terre en personne. Et c'est la raison pour laquelle je le supplée ce soir, tout d'abord pour la remise des prix de l'interculturalité, dont je vais vous dire quelques mots, et puis pour clôturer cette belle journée. Alors, il est de tradition, depuis plusieurs années, dans les troupes de marine, de demander à nos officiers qui partent en première mission de longue durée, c'est-à-dire pour plusieurs années, au minimum 2, voire 3, de rédiger un mémoire qu'ils doivent remettre pendant la durée de leur séjour et qui fait l'objet d'une correction et d'un suivi et d'une exploitation. Cette rédaction poursuit 2 buts essentiels. Tout d'abord, améliorer les connaissances du territoire sur lequel ils se trouvent, sur lequel ils ont été affectés, afin d'enrichir notre base opérationnelle pour des missions qui pourraient se profiler ou pour les successeurs de ces officiers eux-mêmes. Et puis, le deuxième but recherché, bien entendu, c'est de susciter chez eux un travail de réflexion en tant qu'officiers qui pourra les aiguiser à leur expérience future, à leur responsabilité à venir. Et cette réflexion personnelle, bien entendu, a un lien très étroit avec l'interculturalité, compte tenu du lieu où il se trouve, interculturalité dont, il me semble, on a pas mal parlé tout au long de la journée. Donc, petit point particulier, je vous ai dit que donc c'était un passage obligé pour les officiers troupes de marine en premier séjour longue durée, mais cette opportunité est aussi proposée aux volontaires, c'est-à-dire les non-officiers, les non-troupes de marine et même le personnel civil, raison pour laquelle il y a 2 catégories de mémoire sur lesquelles je vais revenir dans quelques secondes. Depuis 2014, afin de donner une consistance un peu plus importante à ces mémoires, il y a un prix qui a été associé, le prix de l'interculturalité. Ceci permet de donner une plus grande importance au travail qui est demandé et puis de lui assurer aussi une plus large diffusion ou une plus large exploitation au sein des troupes de marine elles-mêmes, au sein de l'armée de terre, voire en interarmée, voire aussi pour les milieux universitaires ou de la recherche, en tout cas pour les meilleurs travaux, bien entendu. Vous imaginez que ce travail conséquent pour ceux qui doivent les exécuter demande aussi un investissement de la part de l'encadrement de ces officiers, donc au sein de leur régiment d'affectation, et qui consiste à leur désigner un tuteur et puis qui implique jusqu'à leur chef de corps pour émettre un avis. Ensuite, ces mémoires nous sont adressées et il y a là un travail de correction assidu en 3 étapes. La dernière étape étant celle du général commandant l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger afin d'attribuer une note au travail et de le classer parmi les autres. Pour l'année 2019, qui nous intéresse plus particulièrement,
Il y a eu 28 mémoires qui ont été rédigées par des officiers et troupes de marine et 9 mémoires qui ont été rédigées par les non appartenant aux troupes de marine, donc sur un geste de volontariat. Et c'est cela que nous allons récompenser. Alors je vais citer les 3 lauréats des officiers et troupes de marine, dont un est ici présent et que vous avez eu le bonheur d'entendre il y a quelques minutes, puisque c'est le capitaine Allègre qui a eu le prix de l'interculturalité lorsqu'il était en séjour, vous l'avez compris, au 9e régiment d'infanterie de marine en Guyane, et qu'il a mené son étude comparative entre les chefs de section engagés au Tonkin il y a quelques décennies et sa propre expérience donc en Amérique du Sud. Le deuxième est le capitaine Denazel, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui parce que retenu par des obligations professionnelles, qui était en Nouvelle-Calédonie au sein du régiment de service militaire adapté, qui consiste sur un socle militaire à donner une formation professionnelle à ceux qui y sont inscrits, et qui, lui, avait eu aussi une approche très originale, comme celle du capitaine Allègre, puisqu'elle était fondée sur le chant en tant que facteur d'intégration au sein du service militaire adapté. Et enfin, le troisième, c'est un capitaine aussi, Prédignac, lui aussi absent malheureusement, qui était à La Réunion, dans un régiment du service militaire adapté également. Et son sujet, un peu plus classique tout en étant très intéressant, consistait à imaginer comment l'île de La Réunion pouvait sortir de la monoculture dans laquelle elle est engagée. Tout ceci pour vous dire que les sujets sont assez variés et qu'ils laissent une place aussi à l'originalité qui nous séduit les 3 quarts du temps lorsque nous procédons aux corrections. Alors, je vais appeler les 2 lauréats, le capitaine Allègre, qui n'aura pas besoin, je pense, de revenir sur son travail, puisqu'il l'a bien explicité tout à l'heure. Et je vais appeler aussi le commissaire principal Lemagnan, qui nous arrive de Côte d'Ivoire, là où il est affecté, à partir de là où il a rédigé son mémoire, et à qui, après la remise des prix par le général de Waymo, je vais lui demander de présenter en quelques minutes son travail. En général. Félicitations. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, je vous remercie déjà pour avoir pu concourir au prix qui vient de m'être remis. Donc mon sujet, en fait, est traité sur une dominante économique, ce qui ne vous choquera pas pour un commissaire, entendu que le sujet est porté sur le développement, le modèle économique en Côte d'Ivoire, à savoir s'il était encore pertinent au jour d'aujourd'hui. Donc sans rentrer dans les détails, puisque je suis tenu par le temps, je dirais que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est 40% du PIB en UE-MOA. Donc autrement dit, je le compare assez facilement à l'Allemagne. C'est un petit peu l'Allemagne en Afrique de l'Ouest. Donc une économie qui est dominée par une administration libérale, aujourd'hui incarnée par le président Ouattara, et qui repose sur un engrenage agricole, puisque c'est l'agriculture en fait qui porte l'ensemble du modèle économique. Le deuxième temps, en fait, c'est la difficulté que rencontre la Côte d'Ivoire. Elle est simplement portée sur l'idée de l'humain. Qu'est-ce qu'il en est de l'humain et de la redistribution en Côte d'Ivoire? Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut simplement dire? En 2001, la Côte d'Ivoire ratifiait la déclaration d'Abuja au Nigeria, pour lequel elle s'engageait à porter 15% de ses ressources économiques à la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça aujourd'hui que le pays est encore ravagé par des maladies qui étaient citées tout à l'heure, comme la dengue ou le paludisme. L'autre difficulté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est, elle porte sur l'équité, tout simplement. La Côte d'Ivoire est en retrait par rapport à l'ensemble des pays de l'UEMOA sur la position de la femme. Je vous donnerai un chiffre très, très simple. Sur 100 parlementaires en Côte d'Ivoire, vous avez seulement 12 femmes, là où, par exemple, la moyenne est située à 45%. Le dernier point, en fait, c'est parce que j'ai cherché à savoir quelle était la pérennité du modèle sur l'échéance 2020-2030. Et pour ça, en fait, je vois
3 difficultés. La première, elle est d'ordre climatique, puisque comme vous le savez, vous prenez une économie agricole, vous lui rajoutez à peu près 2 à 5 degrés, eh bien vous imaginez que son modèle pourrait être menacé à très court terme. L'autre point, en fait, c'est un des tropismes de l'Afrique, c'est la probité de la force publique, puisque la corruption ravage le territoire, et ce qui lui empêche d'autant plus à récupérer des ressources dont elle a besoin pour financer son éducation et sa protection sociale. Et je dirais tout simplement, même plus largement, c'est le respect de l'état de droit. L'état de droit, c'est la Côte d'Ivoire a récemment légiféré, notamment sur sa constitution à partir de 2016, pour en faire une constitution moderne. J'invite les amoureux de Michel Debré à la lire, puisqu'on y retrouve massivement sa plume. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous avez un carcan juridique qui est fascinant, parce que moderne. Par contre, on y trouve un défaut, un manque tout simplement sur des décrets d'application. Donc j'ai tendance à dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la deuxième économie d'Afrique, c'est le deuxième taux de croissance dans le monde, mais pour le perdurer, elle devra s'attacher à développer l'humain. Voilà. J'en ai fini, mon général. Alors bien évidemment, c'est une gageure et en même temps un défi que de clôturer une journée d'une telle densité. Et je n'aurai pas la prétention de vous présenter une synthèse extrêmement complète et encore moins irréprochable. Simplement peut-être quelques axes que j'ai retenus, donc qui me sont personnels, que vous pourrez comparer à votre propre analyse, sans être trop exigeant avec moi-même ce que je vais vous proposer. Et je pense que cette journée nous a permis de répondre à la question du pourquoi de l'interculturalité, dans un premier temps, le comment, et puis, pour terminer, quelques axes de réflexion, ou plutôt d'action même, que l'on soit concerné par le milieu militaire ou par le milieu civil, et même en suscitant des échanges entre ces deux mondes-là. Alors le pourquoi, tout d'abord, je ne reprendrai pas l'ordre chronologique des interventions, j'ai essayé, à mon niveau, d'essayer d'amalgamer tout cela. Je pense qu'on a bien compris que le monde avait évolué, évolue encore, et qu'on est dans une phase de mondialisation qui s'oppose à ce qu'a expliqué M. Badi ce matin par rapport aux origines de la Westphalie, du traité de Westphalie au XVIIe siècle, qui se fondait sur une reconnaissance étatique, bien sûr, mais une simple reconnaissance juridique, c'est-à-dire l'État existe. Ce à quoi il manquait la reconnaissance politique, c'est-à-dire l'État est important, et puis surtout la reconnaissance culturelle. Cet État non seulement est important, mais il est égal aux autres États. Et on a vu que cette première phase de l'histoire aboutissait à des notions de compétitivité, de hiérarchisation, de charité à la place de la subsidiarité, et parfois aussi d'humiliation. Or, la mondialisation marque une césure avec cette période à laquelle il faut s'adapter, avec des nécessités d'inclusion, d'interdépendance et aussi de mobilité, avec toutes les répercussions que ça peut engendrer. Et pour terminer ce premier point, je dirais que l'altérité aujourd'hui, qui a été souvent employée comme terme à la place de l'interculturalité, concerne tous les pays, y compris les pays dits faibles, qui deviennent de plus importants et qui nous amènent à nous poser la question de la force des faibles vis-à-vis des pays forts. Le deuxième intérêt de l'interculturalité, de son développement, c'est la connaissance de soi-même, non pas en tant qu'individu, mais en tant que collectivité étatique, collectivité de masse, bien entendu, avec cet accélérateur de conscience qui a été évoqué aussi ce matin, pour mieux se connaître. Et cette notion, qui m'est apparue révélatrice, nous sommes l'autre de l'autre. Et c'est extrêmement important à appréhender, à prendre en compte, pour aller jusqu'au bout des objectifs affichés par l'interculturalité, avec ce besoin d'intérêt commun et cette extension jusqu'au monde diplomatique qui toujours est confronté à l'interculturalité, nous a dit M. Hervé de Charette. Les enjeux, pour terminer sur cette première partie, sont multiples. Ça aussi, on a pu le mesurer assez facilement tout au long de la journée, au travers des témoignages et au travers des leçons que l'on pouvait en tirer. Que ce soit les opérations pour le maintien de la paix, avec le général Gaille, au niveau des relations internationales, dans le monde de l'entreprise, et puis jusqu'au niveau stratégico-tactique, que ce soit grâce au colonel Piot, au colonel Allègre, qui nous ont développé leur expérience.
Et puis je rajouterai cette notion d'enjeu avec la nécessité évoquée par Madame Serre de bien comprendre que l'on appréhende tout ça dans une première approche avec nos propres lunettes, qui peut-être ne sont pas adaptées pour une bonne vision, une bonne compréhension, et qu'il faut donc faire un effort sur soi pour voir quelles sont les notions que recouvre l'interculturalité. Ça nous amène au comment. Il y a plusieurs axes, bien entendu. Il y a tout d'abord la capacité d'adaptation que j'ai discernée chez le général Gaille ce matin, qui a beaucoup parlé de la mesure ou le recul qu'il fallait prendre, la patience qu'il fallait pouvoir développer, la recherche d'une appréciation de soi-même par autrui pour être bien compris, et puis le consensus ou la persuasion par opposition à la notion de conflit qu'il faut absolument combattre. J'ai retenu également la reconnaissance et, plus encore important, la connaissance de l'autre, qui demande aussi un effort sur soi, la bonne compréhension de l'identité des peuples, et puis quelque chose qui me semble essentiel, la dimension affective à apporter à l'approche interculturelle, c'est-à-dire être capable d'aimer l'autre, que l'on peut rapprocher à notre niveau militaire par rapport aux relations qu'on a avec nos subordonnés peut-être, savoir les comprendre pour les aimer, et les aimer pour les comprendre. Et tout ceci donc pour essayer de créer une communauté de valeurs qui nous permettra de mieux se comprendre mutuellement et donc d'être plus efficaces, quel que soit le domaine considéré, puisque c'est bien là le but recherché. Alors, parmi les axes que j'ai cru discerner, de coopération, d'amélioration, de recherche d'efficacité accrue, plusieurs fois est revenue la notion de formation, au travers des témoignages, au travers des expériences vécues, au travers de propositions aussi. On en a parlé au travers de nos interlocuteurs militaires ou anciens militaires par leur formation scolaire militaire dans les écoles de formation initiale et lors des opérations extérieures. Et on peut se demander si cette expérience, peut-être, oserais-je, ce temps d'avance par les forces armées ne pourrait pas profiter au monde civil et susciter quelques échanges sur lesquels il faudrait réfléchir et qui mériteraient d'être développés sans doute. Une intervention a retenu mon attention aussi, c'est celle de la mixité ou de la nécessaire féminisation pour pouvoir régler des problèmes qui apparemment sont incapables d'être résolus lorsque les populations de tous les côtés concernés sont composées uniquement d'hommes. Donc très intéressant et qui là aussi mérite certainement une réflexion un peu plus prolongée. La nécessité de renoncer à tout jugement, à tout préconçu, toute idée préconçue, toute idée arrêtée, qui ramène à l'effort sur soi-même et qui apparaît indispensable. Bien entendu, tout ça doit être concrétisé pour être un peu plus compréhensible, un peu plus palpable, et c'est la notion notamment des témoignages dont on a pu profiter en direct aujourd'hui et dont on a bien perçu l'apport qu'ils apportaient à la compréhension de l'interculturalité. Et ça, c'est à insérer dans notre formation et c'est quelque chose que l'on sait faire aussi dans le monde militaire pour rendre plus concret et plus compréhensible nos actions de formation. J'ai noté également tout l'apport positif qu'apportait toute expatriation, parce que c'est une expérience supplémentaire. Et là aussi, je ne peux faire référence qu'à notre arme, les troupes de marine, avec ce capital qui est constitué, qui est enrichi au fur et à mesure des expériences des uns et des autres, tout grade confondus, et qui, in fine, aboutit à une maison comme l'EMSOM, qui fait fructifier tout ça, et qui peut à chaque fois non seulement s'adapter, mais progresser aussi dans les échanges interculturels, et donc améliorer l'efficacité opérationnelle directement sur le terrain. Avec aussi cette particularité, ça renvoie à la notion de lunettes que j'évoquais tout à l'heure, de Mme Serre, être capable de se mettre à la place de l'ennemi, qu'a bien expliqué le capitaine Allègre. Ça, c'est propre à notre formation tactique, à toujours imaginer ce que peut faire l'ennemi par rapport à ce que nous, on est censé faire ou ce qu'on espèce faire. Et là aussi, on voit que non seulement il y a un souci d'efficacité pour associer les partenaires, mais il y a aussi un souci d'efficacité avec des partenaires face à des ennemis. Et ça aussi, c'est un axe d'approche interculturel sans doute un peu différent. Pour conclure, je dirais que la France, dans un premier temps, et son armée de terre, et plus particulièrement l'arme des troupes de marine, est assez bien placée dans le développement de l'interculturalité par rapport à son expérience, tout d'abord, acquise, que j'ai un peu abordée, et puis par rapport aussi aux axes qui sont dessinés pour l'avenir,
pour l'avenir. Ça, il faut toujours avoir une vision prospective et qui, bien entendu, épouse les décisions politiques, avec cette volonté de toujours être présent au niveau de l'outre-mer et au niveau de l'étranger, pour continuer à faire perdurer la notion de puissance de la France. Cette expérience aussi avec les collaborations, qu'on l'appelait autrefois coopération, assistance militaire technique, et puis aujourd'hui, on en a brièvement parlé, la notion de partenariat militaire opérationnel, qui est une notion assez récente, mais qui montre bien en même temps la continuité de continuer de côtoyer avec nos partenaires, mais l'évolution pour mieux les comprendre, et ça a été abordé aussi, les accompagner jusqu'au combat, s'il le faut. Et ça, c'est une évolution qui me paraît assez essentielle. Et puis, ce qu'a apporté le général de Boismont dans son témoignage, que mine de rien, ça renvoie aussi à la question qui a été posée à Madame Serre par rapport au trop obtus ou au trop tendre, au trop tolérant. Les schémas, les principes qu'il faut conserver pour ne pas perdre son âme, probablement, par rapport à la population, par rapport à la notion d'enracinement, de valeurs universelles ou de valeurs propres qui fondent notre histoire et qu'il faut être capable de confronter à l'interculturalité pour savoir jusqu'où trop loin aller. Voilà pour ce que je vous proposais en termes de conclusion de cette journée. Je voudrais surtout maintenant remercier au nom du général Garnier, au nom de l'EMSOM et puis en votre nom à vous tous les intervenants, bien entendu. Certains nous ont déjà quittés. Mais enfin, je pense qu'on peut témoigner tous ensemble de la richesse de leurs propos et aussi de la complémentarité de chacun d'entre eux qui nous permet de partir avec la certitude d'avoir passé un bon moment que l'on peut encore faire fructifier individuellement ou avec certains collègues. Je voudrais aussi avoir une attention particulière pour nos deux animateurs, Madame Carole André de Sorgue, tout d'abord, qui pour la deuxième année a animé cette journée en compagnie de mon camarade, le colonel Martial, chef d'état-major de l'EMSOM. Et comme mon bureau est contigu à celui du colonel Raimbold, je peux témoigner de l'investissement de Madame André de Sorgue et du colonel Raimbold pendant plusieurs semaines pour faire de cette journée un véritable succès. Donc merci à vous.